On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le nouveau statut de bailleur privé, autrement appelé le dispositif Jean Brun. Pour quel type d'investissement immobilier est-il vraiment intéressant? Est-ce que tout le monde a intérêt à utiliser ce statut de bailleur privé? On va vite voir avec des exemples et quelques explications sur le mécanisme du dispositif qui change quand même pas mal avec la loi Pinel. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mon avis sur ce nouveau dispositif. Je vais vous partager mon écran avec le nouvel article que je viens de publier sur Immobilier Danger. Donc, en quoi consiste réellement ce nouveau statut de bailleur privé? Je vais l'appeler dans cette vidéo le dispositif Jean Brun, ça sera plus rapide. Est-il réellement intéressant? Et pour qui surtout? On va voir que c'est vraiment pas le cas pour tous les investisseurs. Je vous invite à être attentif. On verra dans quel cas il est réellement intéressant. Et pour qui? Donc tout d'abord, on avait vu avec la fin de la loi Pinel en 2024 que la part des investissements locatifs dans l'immobilier neuf, elle s'était effondrée. On sait très bien, l'immobilier neuf, ça coûte cher. Beaucoup d'investisseurs préfèrent acheter des logements anciens pour investir. Sans défiscalisation, la plupart, on le voit, là, c'est ce qui s'est passé en 2024, 2025, début 2026. Tous les investisseurs fuient le secteur du logement neuf. Donc, pour faire revenir un peu ces investisseurs et relancer la construction, le gouvernement, après beaucoup d'atermoiements, a mis en place le nouveau statut de bailleur privé. L'objectif, à la base, il est clair, c'est d'essayer de donner un cadre pour construire plus de logements, mais avec des loyers beaucoup plus abordables pour une certaine partie de la population, et aussi en privilégiant un contexte environnemental, c'est-à-dire des logements neufs avec un très bon DPE ou des réhabilitations de logements anciens avec un DPE A ou B, ce qui demande des très lourds travaux de toute manière, on va le voir là dans la vidéo, pour avoir le droit d'utiliser le dispositif Jean Brun pour un logement ancien, il va falloir faire plus de 30% de projets en investissement dans des travaux et principalement pour de la rénovation énergétique. Donc là, on parle vraiment d'une rénovation lourde de logements existants. Donc là, la logique, elle est assez différente. Quand vous faisiez de la loi Pinel, la loi Séguier ou toutes les autres lois qu'il y a pu avoir auparavant, vous savez, vous achetez un bien à 200 000 euros, vous avez une réduction d'impôt de X% de la valeur d'achat. Là, le mécanisme est un peu différent. Il se calque un peu sur le mécanisme du LMNP, c'est-à-dire sur les logements que vous louez en meublé. Si vous prenez le statut LMNP, vous pouvez aussi amortir une partie de la valeur du bien tous les ans. Et ça va enlever du revenu imposable sur vos loyers. Et du coup, ça va vous faire gagner en fiscalité. Donc, quels sont les principes clés du dispositif Jean Brun? Déjà, il ne concerne que les logements nus. C'est-à-dire que ça ne sera pas possible de cumuler un logement meublé avec un dispositif Jean Brun. C'est soit vous louez en nu et vous choisissez ou pas d'utiliser le statut de bailleur privé pour, parce que c'est plus intéressant pour vous, soit vous le louez en meublé, et dans ce cas-là, c'est l'option du LMNP qui va être la plus intéressante, avec la possibilité aussi d'amortir le prix du bien. Le but dans les deux cas, ça va être de réduire votre imposition pendant toute la durée du bien, en tout cas pendant un certain nombre d'années, de manière à rendre plus attractif votre investissement. Le logement nu doit être loué à titre de résidence principale, c'est-à-dire impossible de faire la location saisonnière, Airbnb, etc. avec ce dispositif. Ça ne sera pas possible. C'est un engagement minimum sur une durée de 9 ans, mais on verra par la suite. Vous n'avez pas intérêt à revendre au bout de 9 ans, parce que sinon, ça va, ça va fortement diminuer l'intérêt d'utiliser ce dispositif. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les logements neufs sont bien sûr éligibles, puisque le but c'est de les stimuler, et c'est aussi les objets
L'objet de la rénovation peut aussi être un logement ancien qui va être réhabilité à au moins 30% du prix d'acquisition, avec ces travaux qui doivent viser en particulier l'amélioration des performances énergétiques pour viser une note de DPE de A ou B. Autant dire, sur certains types de biens, ça ne sera pas possible. Autre petite nuance, ça sera que les logements situés en immeuble collectif qui sont éligibles. Impossible de l'utiliser pour rénover entièrement une maison. Maintenant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y aura pas mal de règles au niveau du loyer et du choix des locataires. Tout d'abord, on va voir qu'il y a trois catégories d'utilisation du dispositif Jeanbrun. Le premier niveau, c'est le niveau qui est appelé intermédiaire. C'est celui qui va être le plus utilisé, je pense, parce qu'il va être le plus simple à mettre en place. Ensuite, il y a le niveau social et le niveau très social. C'est-à-dire que plus vous allez baisser le loyer, plus vous allez avoir une réduction d'impôt importante. Je prends l'exemple, là, je vais vous mettre le tableau en plus grand pour que tout le monde le voit bien, même sur mobile. Donc si je prends la catégorie intermédiaire, par rapport au loyer moyen, il va falloir avoir un loyer qui va être inférieur d'au moins 15% au prix du marché. Sur du très social, on va être à moins 30% sur les loyers, et sur du social, pardon, et sur le très social, on est à moins 45%. Autant dire, on est quasiment le loyer qui est divisé par deux par rapport au marché. Donc la rentabilité, elle va se faire plus par les réductions d'impôts que par les revenus fonciers que vous allez générer avec cet investissement. Parce que vous imaginez bien que vous allez payer le même prix à l'achat, moins vous allez générer de loyer avec ce bien, et puis il va falloir utiliser le gain au niveau fiscal pour compenser ce loyer très faible. On le voit justement dans les différentes catégories, plus la catégorie est importante, avec une forte réduction sur le loyer, et plus l'amortissement sur le logement neuf, on est à 3,5% en intermédiaire, 4,5% en social, 5,5% en très social. On a quand même une amélioration de la possibilité d'amortissement. Sur 3,5 ans, par exemple, à 3,5% en intermédiaire, il faut plus de 23 ans pour amortir l'intégralité de ce qui est possible d'amortir. Sur du social ou du très social, la durée optimale va être un peu plus courte. Et pour l'amortissement sur un logement ancien, c'est un petit peu plus bas. Et on a également des plafonds annuels qui ne va pas être possible de dépasser. Ça, c'est pour éviter que certains très gros investisseurs profitent de ce dispositif pour trop d'optimisation fiscale. Donc, un amortissement, comment ça se passe? Ça se passe sur la valeur du bâti, c'est-à-dire que le terrain, lui, n'est pas amortissable. Donc, comme pour le LMNP, il va être retenu que 80% de la valeur d'achat. Donc, si vous achetez un bien de 100 000 euros, vous allez pouvoir amortir que 160 000 euros sur ce bien. Il y a quelques règles de base, on l'a déjà dit, ça doit être la résidence principale du locataire. Il faut aussi que le bien soit mis en location dans les 12 mois suivant l'achat du logement neuf ou la fin de la livraison des travaux sur le logement ancien. Le gros avantage, c'est que cet amortissement, autant la loi Pinel, une fois que vous avez terminé vos 9 ans, 12 ans de détention, derrière, vous n'avez plus aucune réduction d'impôt. Là, l'amortissement, il est toujours valable à partir du moment où vous continuez à respecter le logement, que le logement reste vide. Vous, vous pouvez conserver cela, comme on l'a vu, en intermédiaire. Il faut 23 ans pour amortir les 80% du bien. Et c'est là qu'on va vraiment optimiser l'usage de ce dispositif. Le locataire ne pourra pas être n'importe qui. Il faut qu'il respecte un certain niveau de revenus. C'est-à-dire que les ménages avec les plus hauts revenus ne pourront pas accéder à ce type de bien. Le but, c'est de faire des loyers, de diminuer les loyers pour ceux pour lesquels c'est plus difficile d'y accéder. Pas de panique, la catégorie intermédiaire, elle couvre plus de 80% des ménages français. Donc la majorité des Français pourraient louer ce type de bien. Je vous mets ici les plafonds, je vous remettrai le lien
de l'article en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller creuser. Pas d'intérêt à les commenter ici. On voit juste que c'est quand même assez large pour une personne seule. En zone A ou A bis, il faut pas que les revenus dépassent 44 000 euros par an. Au niveau social, on a des plafonds qui sont pas mal descendus par rapport au niveau intermédiaire. Et en trait social, là, par contre, on est vraiment sur des revenus très bas. Quels sont les revenus de vos locataires qui sont à prendre en compte? C'est les revenus fiscaux de référence de l'année N-2. Donc pour cette année, là, on est en 2026, c'est l'avis d'imposition de 2025 que vous avez reçu à l'été 2025, que votre locataire a reçu en l'occurrence, et sur les revenus qu'il a perçus en 2024. Ensuite, comment sont calculés les loyers pour le plafond? Contrairement au plafonnement de loyer, à l'encadrement de loyer qu'on peut avoir dans certaines villes, là, on n'a pas de référence ville par ville. C'est pas en fonction des biens similaires. On va avoir un plafond qui est défini par zone de logement. On voit qu'en fonction de la densité de logement et de la pénurie de logement entre l'offre et la demande, on a la zone A bis notamment qui est la zone la plus tendue. Ensuite, on a la zone A, zone B1, zone B2, zone C, et à chaque niveau, pour chaque catégorie, vous allez avoir un plafond de loyer au mètre carré. Ce plafond, il sert ensuite à calculer le loyer maximum que vous allez pouvoir appliquer à votre locataire en fonction du choix du dispositif Jeanbrun que vous voulez faire. Le calcul, on en reparle. C'est le même que pour la loi Pinel ou pour le logement locatif intermédiaire. Il va s'agir d'utiliser le plafond pour la zone que vous avez dans le tableau ci-dessus, là. Et ensuite, on va le multiplier par la surface utile. Donc la surface utile, c'est surface habitable plus 50% des annexes, à la limite de 8 mètres carrés, pardon, sur les annexes, fois un coefficient. C'est toujours un peu tordu, hein. Tout ça pour éviter un peu des dérives, on est obligé de faire des règles de plus en plus obscures. Le coefficient, c'est le minimum entre un calcul qui est 0,7 plus 19 sur la surface utile. Donc, soit ce résultat-là est plus bas que 1,2, c'est lui qui est utilisé. Donc, ça va être notamment le cas pour les très grands logements. Soit c'est le coefficient, ça sera 1,2. Pour tous les logements qui seront de 38 mètres carrés ou moins, du coup, on se retrouve avec un coefficient de 1,2. Je vous donne un exemple, ça va être beaucoup plus simple. On va prendre un T2 de 45 mètres carrés à Lyon sans annexe. Donc on va calculer le coefficient, du coup, il est de 1,122. Donc le loyer maximal en catégorie de Jeanbrun intermédiaire, il va être d'environ 731 euros. Comment on fait pour calculer ça? On prend le loyer maximum en intermédiaire, la surface, le coefficient, et on obtient le calcul pour chaque cas. Donc, en intermédiaire, on va être à 731 euros. En social, 489. En entrée sociale, 384 euros. Donc après, là, c'est vraiment à vous, quand vous avez ciblé un bien dans lequel vous voulez investir, de faire les calculs sans le statut de bailleur privé, à quelle rentabilité ça vous apporte, combien ça va vous générer sur X années. Si vous utilisez le statut de bailleur privé avec ce dispositif Jeanbrun, vous allez pouvoir calculer pour chaque catégorie possible les loyers maximum que vous allez appliquer, la rentabilité que vous allez avoir, les réductions d'impôts que ça va vous permettre de générer. Et avec tous ces chiffres, vous allez pouvoir calculer vraiment la rentabilité de chaque possibilité. Et après, à vous de voir quelle est l'option la plus rentable pour vous. Là où le dispositif Jeanbrun va présenter un gros avantage, ça va être la possibilité de créer du déficit foncier avec ces amortissements. Quand vous déclarez vos revenus fonciers, vous allez pouvoir déduire un certain nombre de charges, notamment les intérêts du crédit immobilier, l'assurance emprunteur, tous les frais administratifs pour faire gérer le bien si vous le faites gérer par quelqu'un d'autre, etc. Et entre l'amortissement et ces charges
qui est déductible, vous allez probablement dépasser la quantité de loyer que vous avez reçu, surtout que là, les loyers, ils sont minorés, donc ils sont beaucoup plus faibles. Donc quand la différence est négative, on parle d'un déficit foncier. Et ce déficit foncier, vous allez pouvoir l'appliquer sur vos autres revenus. Par exemple, sur votre salaire, vous allez avoir les revenus de votre salaire, les revenus de vos investissements locatifs. Si ça crée du déficit foncier sur vos investissements locatifs, vous allez pouvoir imputer, dans la limite d'un plafond, ce déficit sur votre salaire. Ça veut dire que sur cette partie-là de votre salaire, vous n'allez pas payer d'impôt. Donc c'est vraiment là un avantage assez important, notamment pour les contribuables qui ont des revenus importants. On va le voir dans l'exemple ci-après dans la vidéo. Donc les plafonds, c'est quoi? Ça reste comme pour tout déficit foncier classique, on est à 10 700 € par an. Pour les logements neufs, il y a un bonus qui est fait avec le plafond qui est doublé pour les logements anciens réhabilités, parce que c'est quand même des opérations très lourdes en termes de travaux. Donc pour inciter vraiment les contribuables les plus imposés à vouloir défiscaliser au maximum, vous avez la possibilité de passer le plafond à 21 400 € par an. Donc là, on est vraiment sur un gros déficit foncier qui va pouvoir être passé chaque année. Et si jamais ce plafond, vous le dépassez, que votre déficit foncier, par exemple, il est de 15 000 € sur un logement neuf, et que vous dépassez donc la limite des 10 700 €, pas de panique, ces déficits se reportent d'une année sur l'autre. Donc vous allez pouvoir réduire vos impôts sur les prochaines années et dans le temps. La contrepartie de ces amortissements qui vous permettent d'obtenir des fortes réductions d'impôts, c'est que l'amortissement, il va être réintroduit dans le calcul de la plus-value. C'est le cas désormais aussi dans le LMNP. Désormais, quand vous louez un logement meublé et que vous amortissez la valeur du bien pendant X années, et du coup, ça vous permet de ne pas payer d'impôts pendant 10, 15, 20 ans, derrière, au moment de la revente du bien, ces amortissements, ils sont pris en compte. On ne fait pas juste le prix de vente moins le prix d'acquisition, il va falloir rajouter les amortissements derrière. Du coup, votre plus-value imposable va être beaucoup plus importante. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un calcul à faire en fonction de la durée pendant laquelle vous voulez investir. Les résultats ne seront pas du tout les mêmes. On a pu voir que l'amortissement, il pouvait se cumuler jusqu'à 23 ans pour être intéressant sur un amortissement de 3,5% par an. Vous devez savoir aussi que les plus-values, plus le bien, plus vous le détenez longtemps, plus vous avez des abattements importants sur l'impôt et sur les prélèvements sociaux, avec des calculs différents. Je vous ai remis le lien là dans l'article, je vous le remets dans la description de la vidéo également, où vous avez un tableau sur Immobilier d'Angers qui reprend les abattements année par année, aussi bien pour l'impôt à 19% que pour les prélèvements sociaux à 18,4%. Donc là, comme d'habitude en matière d'immobilier, il va falloir faire des simulations, il va falloir faire des choix. Et pour ça, il faut bien définir combien de temps, pendant combien de temps vous voulez investir. C'est pas j'achète un logement, j'investis et puis on verra bien quand j'aurai envie de le revendre. Non, c'est à calculer dès le départ, parce qu'en fonction de votre choix, il va y avoir des options qui vont être plus intéressantes que d'autres. Et ça va varier dans le temps. Pour mieux comprendre ce dispositif genre 1 qui est quand même assez compliqué à mettre en place, je vous propose de reprendre l'exemple de l'appartement neuf acheté à Lyon à 45 mètres carrés. Il a été acheté 300 000 €. Comment on calcule l'amortissement annuel? L'amortissement, il se calcule sur 80% de la valeur du bien, comme on l'a dit. On va partir sur le cas le plus classique, c'est-à-dire la catégorie intermédiaire. Donc, vous devez poser un loyer de 15% inférieur au loyer moyen de la zone, et vous bénéficiez pour cela d'un amortissement de 3,5% de ces 80% de la valeur du bien. Donc, ça fait 8 400 € par an. Tous les ans, des loyers que vous allez percevoir, vous allez pouvoir retirer 8 400 €, en plus des autres charges déductibles que je vous ai remis également dans l'article. On sait déjà que quand on investit dans un bien, souvent on va le payer
c'est l'intérêt même, c'est d'utiliser l'effet de levier du crédit. Donc il y a déjà tous les intérêts du crédit, l'assurance emprunteur qui va avec, etc. Tous ces frais sont déjà déductibles. Donc ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup de charges à déduire entre l'amortissement et vos autres charges. Et c'est pour ça ça permet très souvent de créer du déficit foncier. Donc là, on peut voir qu'on est à 8 400 € par an, et ça ne va pas être le cas que pendant les 9 ans d'engagement minimum avec ce dispositif. Ça va être amortissable jusqu'à ce que vous ayez purgé les 80% du bien. Donc tant que vous n'avez pas atteint 240 000 € d'amortissement, vous pouvez amortir tous les ans cette même valeur. On va voir que le gain en termes d'impôt va être assez différent en fonction des revenus que vous avez. Plus vous avez une tranche marginale d'imposition, on rappelle la TMI, à 11%, 30%, 41% ou 45%. Donc on voit que si vous êtes faiblement imposé, vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 11%, votre amortissement de 8 400 € par an va vous permettre un gain sur l'impôt sur le revenu de seulement 924 €. Avec la prise en compte des gains sur les prélèvements sociaux, ça vous fait seulement économiser 2 469 € par an. Donc, un ménage qui est faiblement imposé aura très peu d'intérêt d'aller vers ce dispositif, ce qui va non seulement avoir très peu de loyers, puisque les loyers sont minorés de 15%, donc ils vont quand même avoir des loyers beaucoup plus bas que s'ils n'avaient pas utilisé ce statut, et en plus, ils ont un gain d'impôt qui est assez faible. En revanche, on voit tout de suite que quand on monte dans les tranches à 30, bon, et c'est encore mieux à 41 ou 45%. Par contre, là, les gains peuvent être assez importants. Dès qu'on atteint les tranches à 41 ou 45%, là, sur l'amortissement de 8 400 € par an, on est à presque 5 000 € de gains par an à 41, quand on est à une TMI à 41%, et on est à plus de 5 300 € quand on a une TMI à 45%. Donc là, on voit tout de suite, dans cet exemple, je vais un peu spoiler ma conclusion d'après, mais c'est que c'est vraiment un dispositif qui est intéressant pour ceux qui sont très fortement imposés, notamment avec une DTMI à 41 ou 45%. Je reprends l'exemple du calcul de la plus-value. Imaginons, voilà, vous avez acheté un logement neuf à Lyon. On sait que les logements neufs ils coûtent beaucoup plus cher qu'un équivalent dans l'ancien. Donc, il ne faut pas espérer faire une grosse plus-value au bout de 9 ans. On va dire qu'on le revend 320 000 €. Vous n'avez pas seulement une plus-value imposable du coût de 20 000 €, 320 moins 300 000, il faut aussi rajouter tous les amortissements que vous avez faits pendant ces 9 ans. Pendant 9 ans, il y a eu 75 600 € d'amortissement. Ça veut dire que votre plus-value taxable, elle est de 95 600 €. On reprend les chiffres sur les abattements sur la plus-value. Au bout de 9 ans, ils sont assez faibles. Ils sont de 24% seulement pour l'impôt et de 6,60% sur les prélèvements. Ça veut dire que l'impôt total sur la plus-value va s'élever à plus de 30 000 €. On est à 30 413 € dans ce cas-là. Donc on voit qu'il faut quand même amortir, avoir pas mal de gains au niveau de vos impôts, parce qu'au moment de la sortie, vous allez avoir une forte imposition sur la plus-value, dans le cas des 9 ans. Là, c'est vraiment le gros warning que je fais sur ceux qui veulent utiliser le dispositif Jeanbrun, c'est qu'on le voit, c'est que sur 9 ans, 10 ans, ça va être vraiment assez peu rentable. En tout cas, ça sera à calculer au cas par cas, selon les situations, selon les projets, mais il y a peu de chances que ça soit très rentable. Plus l'investissement va être long, et plus ça sera rentable. Parce que l'amortissement, vous pouvez le continuer pendant des années. Si vous allez pendant 20 ans amortir le bien, pendant 20 ans, vous allez gagner presque 5 000 € sur vos impôts et sur les prélèvements sociaux. Et derrière, au bout de 20 ans, vous avez aussi un abattement sur la plus-value qui va être beaucoup plus important. Si je reprends le cas où vous utilisez au maximum l'amortissement, pour purger tout l'amortissement du bien, on est au bout de 23 ans. Au bout de 23 ans, il n'y a plus d'impôt sur la plus-value. L'impôt à 19%, vous avez 100% d'abattement au bout de 23 ans. Et sur les prélèvements sociaux, vous avez un abattement de 37%.
Donc ça réduit quand même pas mal la différence. Vous allez surtout payer quelques prélèvements sociaux. Vous avez amorti la, la totalité de ce que vous pouvez amortir sur le bien et vous ne payez plus d'impôts sur la plus-value, juste des prélèvements sociaux sur une partie de cette plus-value. La plus-value qui va être du coup très importante parce que vous avez un amortissement de 80% de la valeur du bien. Donc, il va quand même y avoir une plus-value assez forte au niveau des prélèvements sociaux. Et il peut y avoir un intérêt justement à garder le bien encore quelques années de plus que ces 23 ans pour faire sauter cette forte imposition sur ce fort coût des prélèvements sociaux. Donc, je l'ai déjà un petit peu donné, mais je vais le respécifier point par point. Je donne un peu mon avis au fur et à mesure de ce dispositif, notamment sur le- la nécessité très forte d'avoir une durée d'investissement longue, voire très longue, pour maximiser l'intérêt du dispositif Jeanbrun. Donc sur le papier, voilà, le but c'est que le locataire puisse bénéficier de biens avec des loyers beaucoup plus accessibles, de favoriser la construction de logements et de relancer un peu les chantiers, de favoriser la rénovation de certains logements anciens et de les rendre vraiment performants au niveau énergétique. Tout ça sur le papier, en aidant l'investisseur fiscalement. Mais voilà, c'est pas surprenant quand on voit la difficulté déjà pour comprendre le mécanisme et tous les enjeux et toutes les petites choses qui peuvent changer. Le dispositif Jean-Main, il a du mal à trouver son public. Il est encore assez peu utilisé par rapport aux lois de défiscalisation qu'il y a pu avoir dans le passé. Il faut bien faire les calculs parce que les loyers sont quand même beaucoup plus bas que, que dans un marché libre. Donc, il faut que la perte que vous avez sur les loyers soit largement compensée par votre gain d'impôt. Et du coup, comme on l'a vu aussi dans l'exemple juste avant, il faut que le bien, vous le gardez très longtemps. On a vu qu'au bout de 9 ans, il y a peu de chances que le dispositif il soit avantageux pour vous parce que vous avez amorti qu'une petite partie du bien et vous avez surtout une forte plus-value à payer derrière. Donc, en gros, pour qui, pour répondre au sujet de la vidéo, à qui s'adresse réellement ce statut de bailleur privé et ce dispositif Jean 1, ça va être réservé à une minorité d'investisseurs immobiliers. Ça va être ceux qui sont très fortement imposés. On l'a vu, la tranche marginale d'imposition à 41 ou 45% est privilégiée. Donc c'est vraiment les très hauts revenus qui vont avoir un intérêt à faire ça. Ça peut être aussi très bien d'avoir déjà des revenus fonciers, notamment avec des biens qui sont déjà pas mal amortis, vous avez fini de payer le crédit immobilier, vous n'avez plus grand-chose à payer dessus, parce que vous allez pouvoir, vu que tous ces amortissements vont pouvoir être déductibles de l'ensemble de vos revenus fonciers, vous allez pouvoir faire fortement baisser vos impôts sur vos autres revenus fonciers. Donc, il faut avoir des gros revenus, avoir déjà des revenus fonciers, c'est encore mieux, et surtout, pour être pleinement rentable, il faut que cet investissement soit fait sur 15, 20 ans, 25 ans. Donc ça limite quand même l'intérêt. On n'est plus sur juste une opportunité de réduire ses impôts assez facilement sur une durée de moins de 10 ans. Quand on est sur 9 ans, psychologiquement, on se dit voilà, on ne s'engage pas pour très longtemps en matière d'immobilier. Investir pour 9 ans, c'est pas un long terme. Le long terme, c'est vraiment sur 15, 20 ans. Et pour ceux qui veulent de la flexibilité et qui veulent un dispositif simple et clair, le dispositif Jean-Main, il est vraiment pas fait pour ça. Il est vraiment fait pour une minorité d'investisseurs immobiliers qui sont avec de forts revenus, qui sont multi-investisseurs en locatif et qui veulent optimiser justement tout ça, la fiscalité autour de ça. Et le montage, il est assez complexe, donc souvent ça va passer par des cabinets de gestion de patrimoine, par des fiscalistes qui vont vous aider à optimiser tout ça. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ça vaut le coup d'étudier cette situation. Pour tous les autres, je vous mets le lien également dans la description,
aller voir les possibilités d'investir dans l'ancien, que ce soit en location meublée, ce qui me paraît encore beaucoup plus simple que ce dispositif. Il n'y a pas les contraintes sur les loyers notamment. Et la répercussion sur la plus-value. Donc vous êtes un peu plus flexible sur le moment auquel vous allez pouvoir revendre votre bien. Je vous mets le lien du coup vers ma présentation et mon comparatif de différentes agences qui peuvent vous aider justement à investir en locatif. En attendant de vous parler des prochaines actualités sur le marché, je vous invite à consulter les dernières vidéos. Vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo. Je vous en remets une également là à la suite. Vous retrouverez d'autres vidéos à voir sur la chaîne Immobilier d'Angers. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, un commentaire. C'est très important pour le référencement de la chaîne et pour la faire connaître et pour partager toutes les informations sur l'immobilier. À bientôt. Au revoir.